Vous pensez savoir à quoi ressemble le pouvoir? Vous croyez que c'est la montre en or, le billet de première classe ou la voix forte qui hurle sur une hôtesse de l'air? Détrompez-vous. Parfois, le véritable pouvoir porte un sweat à capuche, reste assis en silence et tient un message texte capable de clouer au sol une flotte entière. Sur le vol AF204 à destination de Nice, une mondaine fortunée et un officier de police arrogant ont cru pouvoir intimider une adolescente pour l'éjecter du siège 1A, simplement à cause de son apparence. Ils pensaient pouvoir la traîner hors de l'avion menottes au poignet. Mais ils ignoraient qui était son père. Ils ne savaient pas qu'un simple coup de fil n'allait pas seulement annuler son billet, mais annulerait le vol, mettrait fin à leur carrière et ruinerait la compagnie aérienne. Voici l'histoire du karma instantané le plus brutal de l'histoire de l'aviation. Attachez vos ceintures. L'air à l'intérieur du terminal 2 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle était chargé de l'odeur du café onéreux et de l'énergie frénétique des voyages de vacances. Dehors, la pluie de novembre fouettait les baies vitrées du sol au plafond. Mais à l'intérieur du très exclusif salon La Première d'Air France, le monde était calme, étouffé par d'épais tapis et le tintement doux des verres en cristal. Manon Sterling était assise dans un coin du salon, presque invisible. Elle n'avait pas l'air d'être à sa place ici, du moins pas selon les standards des personnes qui la lorgnaient actuellement par-dessus leurs journaux. Manon avait 19 ans, elle était noire et vêtue d'un sweat à capuche gris vintage oversize d'une université américaine, de leggings noirs et de baskets Converse usées. Ses cheveux étaient tirés en un chignon décoiffé et un large casque à réduction de bruit couvrait ses oreilles. Elle faisait défiler son fil TikTok, tapotant occasionnellement un rythme sur son genou. Pour un œil non averti, elle ressemblait à une passagère en stand-by qui avait eu de la chance, ou peut-être à l'enfant d'un employé voyageant avec un billet GP. Cependant, pour le personnel du salon, elle aurait dû être une VIP, mais aujourd'hui, le planning avait été remanié. La responsable habituelle du salon, une femme nommée Chloé, qui connaissait Manon depuis ses 6 ans, était en arrêt maladie. L'homme au bureau, un superviseur au courred nommé Nicolas Miller, avait seulement jeté un coup d'œil méprisant à sa carte d'embarquement avant de la laisser entrer, marmonnant quelque chose à son collègue à propos du standing qui se perdait. Manon s'en fichait. Elle était fatiguée. Elle venait de terminer sa semaine de partiel à Sciences Po et s'envolait pour Nice afin de retrouver son père pour un dîner d'anniversaire surprise. Elle voulait juste dormir. Le vol AF204 à destination de Nice procède maintenant à l'embarquement des passagers de première classe et classe affaires à la porte K32. L'interphone sonna doucement. Manon se leva, ajustant son sac à dos usé sur son épaule. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, une femme dans un manteau en cachemire beige la frôla assez violemment pour faire pivoter Manon. « Regardez où vous allez » aboya la femme. Elle était grande, blonde et irradiait ce genre de sentiment de supériorité glaciale qui vient du fait de ne jamais s'être entendu dire non en 40 ans. C'était Valérie Vance. Son mari était un magnate de l'immobilier dans le 16e arrondissement, et Valérie traitait chaque interaction comme une transaction commerciale qu'elle était déterminée à gagner. « Pardon » marmonna Manon, baissant son casque autour du cou. Valérie ne se retourna même pas. Elle marcha vers le comptoir, claquant sa carte Platinum sur la surface. « Je veux m'assurer que mon siège est désinfecté avant mon embarquement. La dernière fois, il y avait une trace sur l'écran. C'était inacceptable. » Nicolas Miller, le superviseur, sourit avec un empressement flagorneur. « Bien sûr, Madame Vance, nous sommes honorés de vous avoir à nouveau parmi nous. Vous êtes en 1B aujourd'hui. Excellent choix. » Manon attendit que Valérie soit sortie du salon avant de s'approcher du bureau. Elle scanna sa carte d'embarquement au portique automatique. Il bipa en vert. Siège 1A. Manon soupira. Elle adorait le siège hublot, mais être juste à côté de la femme qui venait de la bousculer allait être un casse-tête. Elle remonta sa capuche, déterminée à dormir pendant toute la durée du vol. La marche vers l'avion était une étude de contraste. La file d'attente de la classe économique était un serpent chaotique de gens stressés et criants. La passerelle de la première classe était vide, à l'exception de Valérie Vance faisant claquer ses talons devant et d'un homme en costume élégant parlant fort au téléphone derrière Manon. Lorsque Manon entra dans l'appareil, l'éclairage était tamisé et violet, conçu pour apaiser. La cabine la première de l'Airbus A350 de Pan-Atlantique était immense. Ce n'était pas juste des sièges. C'étaient des suites avec portes coulissantes. Manon trouva la sienne, 1A. Elle jeta son sac à dos dans le compartiment supérieur et s'installa dans le siège en cuir.
C'était moelleux, sentant le cuir frais et le désinfectant. Elle l'inclina immédiatement légèrement, attrapa la couverture offerte et se recroquevilla, remettant son casque. Elle ferma les yeux. Elle ne vit pas l'expression sur le visage du steward lorsqu'il la vit. Le steward, un homme nommé Lucas, reconnaissable à ses cheveux parfaitement gominés et une cravate qui semblait trop serrée, fronça les sourcils. Il vérifia son manifeste. Puis il regarda Manon, puis de nouveau le manifeste. Il vit le nom M. Sterling. Il supposa, en se basant sur le sweat à capuche et les baskets, qu'il y avait eu une erreur dans le système de réservation, ou peut-être une erreur de surclassement, mais il était occupé à préparer le champagne pour les vrais invités. Il décida de s'en occuper plus tard. Ce fut sa première erreur. 5 minutes plus tard, la paix fut brisée. Manon somnolait lorsqu'elle sentit une tape sèche sur son épaule. Pas une tape polie, un coup, une pique. Elle ouvrit un œil et souleva un écouteur de son casque. Valérie Vance se tenait dans l'allée, surplombant la suite de Manon. Elle ne tenait pas son sac. Elle pointait un doigt manucuré vers le visage de Manon. Derrière Valérie se tenait Lucas, le steward, l'air anxieux mais prenant clairement parti pour la femme au manteau en cachemire. « Vous, » dit Valérie, sa voix dégoulinant de mépris. « Vous êtes dans mon espace. » Manon cligna des yeux, confuse. « Pardon ?» Cette zone, Valérie fit un geste vague vers la rangée avant. Ceci est pour les passagers de première classe. La zone de repos de l'équipage est à l'arrière ou peu importe où vous, les gens comme vous, vous asseyez. Manon se redressa, la somnolence disparaissant, remplacée par une vigilance froide. J'ai un billet pour ce siège. Ah. Ne me mentez pas, railla Valérie, se tournant vers Lucas. Vérifiez son billet. Évidemment, le système est cassé. Regardez-la. Elle a l'air d'être ici pour nettoyer la cabine, pas pour y voyager. L'insulte flottait dans l'air, lourde et laide. Plusieurs autres passagers dans la cabine se tournèrent pour regarder. L'homme en costume derrière mit son appel en pause pour observer. Lucas s'éclaircit la gorge, s'avançant. Il afficha son meilleur sourire de service client, mais il n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle, dit-il, d'un ton condescendant et lent. Je pense qu'il y a eu une confusion. Puis-je voir votre carte d'embarquement, s'il vous plaît ?» Manon fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Elle afficha le pass numérique. Manon Sterling, vol AF 204, CDG-NCE, siège 1A. Lucas fixa l'écran. Il cligna des yeux. Cela semblait légitime, mais ses préjugés criaient plus fort que la logique sur l'écran. « Je vois, » dit Lucas, hésitant. « Eh bien, » exigea Valérie, « sortez-la de là. » J'ai de l'anxiété, Lucas. Vous savez que j'ai de l'anxiété. Je ne peux pas m'asseoir à côté de ça. Elle plombe l'ambiance. J'ai payé 12 000 € pour ce vol. J'attends un certain calibre de voisin. Madame, dit Manon, sa voix stable. J'ai payé pour ce billet. Je ne bouge pas. Vous avez payé? Valérie laissa échapper un rire aboyant et dur. Avec quoi? Des cartes de crédit volées? Ou est-ce un programme de bourse de diversité que la compagnie gère? Madame Vance, s'il vous plaît, dit Lucas. Mais il ne l'arrêtait pas. Il se tourna vers Manon. Mademoiselle, écoutez, nous avons un vol très complet aujourd'hui. Il semble y avoir une situation de double réservation. Il n'y a pas de doublon, dit Manon. Mon nom est sur le manifeste. Je ne le trouve pas pour l'instant, mentit Lucas avec fluidité. Le système bug. Cependant, pour maintenir la paix, je peux vous offrir un siège en premium économie. C'est très confortable. Plus d'espace pour les jambes. Manon regarda Lucas avec incrédulité. Vous voulez que je sois déclassé d'une suite première classe vers l'écho parce que cette dame n'aime pas mon sweat à capuche? Ce n'est pas une question de sweat, dit Lucas, sa voix se durcissant. C'est une question de validité de billet. Et franchement, votre comportement devient agressif. Agressif? Manon haussa les sourcils. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas élevé la voix. Vous refusez l'instruction d'un membre d'équipage. Lucas claqua. C'est un délit sanctionné par le Code des transports. Valérie eut un sourire narquois,
croisant les bras. Voilà, vous l'avez entendu. Bougez. Où devons-nous appeler la sécurité? J'ai vu un gendarme à la porte. Manon prit une profonde inspiration. Elle regarda son téléphone. Elle avait une barre de signal restante avant que les portes ne ferment. Elle ouvrit ses messages. Elle trouva le contact étiqueté papa. Elle commença à taper. Problème sur vol à F204. Personnel me harcèle. Passagère abusive. Avant qu'elle ne puisse appuyer sur envoyer, Valérie arracha le téléphone de sa main. Oh, non, vous ne faites pas ça. Valérie hurla. Elle me filme, Lucas. Elle me filme. C'est une violation de ma vie privée. Rendez-moi mon téléphone, dit Manon, sa voix descendant d'une octave. Maintenant elle m'agresse, cria Valérie, jetant le téléphone sur le siège vide de l'autre côté de l'allée. Il glissa sur le cuir. Lucas saisit sa radio. Commandant, nous avons une perturbation en première classe. Passagère indisciplinée en 1A. J'ai besoin de la sécurité dans l'avion immédiatement. Nous ne pouvons pas repousser. Manon ne se jeta pas sur le téléphone. Elle ne cria pas. Elle s'adossa simplement à son siège et regarda Lucas. Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie, Lucas, dit-elle doucement. Lucas ricana. La seule erreur était de vous laisser monter dans cet avion. La porte de la cabine était encore ouverte. 2 minutes plus tard, des bottes lourdes résonnèrent contre le sol de la passerelle, le bruit de l'autorité approchant. Le brigadier Stéphane entra. C'était un gendarme de la GTA qui se trouvait à la porte. Un homme bâti comme une armoire normande avec une coupe en brosse et un visage qui semblait taillé dans du granit. Il vit une femme blanche en pleurs. Valérie avait réussi à faire sortir quelques larmes et une adolescente noire en sweat à capuche. Il n'eut pas besoin de poser de questions. Il savait qui était le méchant dans sa version du monde. Très bien. Stéphane tonna, sa main reposant sur sa ceinture. On y va. Debout, maintenant. Manon regarda l'officier. Je n'ai rien fait. Vérifiez les caméras. J'ai dit, levez-vous. Stéphane attrapa le bras de Manon, sa poigne meurtrissante. Il l'arracha de son siège. Aïe! Lâchez-moi, cria Manon. Rébellion, aboya Stéphane. C'est une autre charge. Lucas attrapa son sac. On sort cette racaille de l'avion. Alors que Stéphane traînait Manon dans l'allée, la forçant vers la porte, Manon vit son téléphone gisant sur le siège où Valérie l'avait jeté. L'écran s'alluma. Un appel entrait. L'identifiant de l'appelant ne disait pas « Papa ». Il disait Pierre Sterling, PDG, mais personne ne le vit. Pas encore. L'humiliation était conçue pour être publique. C'était le but. Le brigadier Stéphane ne se contenta pas d'escorter Manon hors de l'avion. Il la fit parader avec une main serrée autour de son biceps comme un étau. Il la fit marcher dans l'étroite allée de la cabine première classe. Avancez, grogna Stéphane, la bousculant légèrement tous les quelques pas. Arrêtez de résister. Manon ne résistait pas. Elle trébuchait. Ses baskets Converse couinaient contre le sol, son sac à dos pendant à une épaule par une seule sangle là où Lucas le lui avait négligemment jeté. Son visage brûlait, non pas de larmes, mais d'une rage froide et dure qui s'installait profondément dans sa poitrine. Elle gardait la tête haute, refusant de donner à Valérie Vance la satisfaction de la voir pleurer. Alors qu'il passait la première rangée, Valérie se réinstallait déjà dans son siège, tapotant son oreiller. Elle croisa le regard de Manon et offrit un petit signe de la main empoisonnée. « Au revoir, chérie. » Valérie roucoula assez fort pour que la cabine entende. « Essayez peut-être le bus la prochaine fois. C'est plus votre vitesse. » Lucas, le steward, était occupé à lisser le rideau qui séparait l'office de la cabine, agissant comme s'il venait simplement de sortir les poubelles. Il ne regardait pas Manon dans les yeux, mais quelqu'un d'autre regardait. Au siège 2A, directement derrière là où Manon était assise, se trouvait Jean-Pierre Henderson. Jean-Pierre était avocat contractuel pour une grande agence sportive. Il gérait des égos, des mensonges et des responsabilités juridiques pour gagner sa vie. Il avait observé toute l'interaction en silence. Il avait vu la carte d'embarquement valide. Il avait vu l'agression de Valérie,
et il avait vu la capitulation sans colonne vertébrale de Lucas face à une brute fortunée. Jean-Pierre était un homme qui s'occupait généralement de ses affaires, mais lorsque le brigadier Stéphane traîna Manon à travers les lourds rideaux et hors sur la passerelle, laissant la cabine dans un silence stupéfait, les yeux de Jean-Pierre tombèrent sur le siège vide devant lui. Le téléphone de Manon était toujours là. Il vibrait contre le cuir, vibrant avec une intensité frénétique. Valérie le remarqua aussi. Elle se pencha par-dessus la séparation, tendant la main vers lui. « Je vais juste donner ça à l'équipage pour qu'il le jette, » ricana-t-elle. « Probablement volé de toute façon. »« Ne le touchez pas, » dit Jean-Pierre. Sa voix était basse, mais elle portait le poids d'un maillet de juge. Valérie se figea, sa main planant à quelques centimètres de l'appareil. Elle se retourna vers Jean-Pierre, clignant des yeux. « Pardon, » dit-elle. « Ne touchez pas à sa propriété, » dit Jean-Pierre, détachant sa ceinture de sécurité. Il se leva, dominant la cloison. Il tendit la main et ramassa le téléphone juste au moment où l'écran s'allumait à nouveau. Le nom sur l'écran était clair. Il était en gras. Et pour un homme comme Jean-Pierre Henderson, qui lisait les Échos religieusement, c'était terrifiant. Appel entrant. Pierre Sterling, PDG. Jean-Pierre se figea. Il regarda le téléphone, puis le siège vide où la fille aux sweats à capuche avait été, et ensuite le logo Pan-Atlantique brodé sur l'appui-tête. Sterling. Les points se connectèrent instantanément. Pierre Sterling n'était pas juste un PDG. Il était le fondateur de Sterling Global, la société de capital investissement qui avait acquis une participation majoritaire de 60% dans la compagnie aérienne il y a 3 mois. L'acquisition avait fait la une de tous les journaux. Pierre Sterling était connu sous le nom de « le faucheur » dans le monde des affaires parce que lorsqu'il reprenait une entreprise, il coupait la pourriture avec une précision chirurgicale. Et la fille aux sweats à capuche, c'était Manon Sterling, sa fille unique, celle dont il était notoirement protecteur après le décès de sa femme il y a 5 ans. Jean-Pierre sentit une sueur froide perler dans son cou. Il n'avait pas peur pour lui-même. Il avait peur pour tous les autres dans cet avion. Il glissa le bouton vert et porta le téléphone à son oreille. Manon. La voix à l'autre bout était un baryton profond et imprégné d'une panique à peine contenue. Manon, pourquoi l'appel a-t-il coupé? Je suis ta localisation. Ça dit que tu es toujours à la porte, mais le moniteur de fréquence cardiaque de ta montre vient de grimper à 140. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre s'éclaircit la gorge. Monsieur Sterling? Il y eut un silence sur la ligne. Un silence si lourd qu'on aurait dit que la pression de l'air dans la cabine avait chuté. Qui est-ce? La voix de Pierre Sterling changea. L'inquiétude paternelle disparut, remplacée par le ton métallique et glacial d'un prédateur. Et pourquoi avez-vous le téléphone de ma fille? Monsieur Sterling, je m'appelle Jean-Pierre Henderson. Je suis passager au siège 2A. Votre fille vient d'être retirée de l'appareil. Retirée. Le mot fut prononcé calmement, mais il résonna comme un coup de feu. Retirée par qui? Par la police, dit Jean-Pierre, jetant un coup d'œil à Valérie, qui sirotait maintenant une coupe de champagne, inconsciente du destin qui planait au-dessus de sa tête. Un steward nommé Lucas et une passagère nommée Valérie Vance l'ont accusé de ne pas être à sa place en première classe. Ils ont prétendu une erreur de billet. Le brigadier Stéphane de la gendarmerie l'a traînée dehors il y a environ 2 minutes. Est-elle blessée? Malmenée, monsieur, mais elle est sortie en marchant. Gardez le téléphone, monsieur Henderson, dit Pierre. Ne le donnez pas à l'équipage. Ne l'éteignez pas. J'ai besoin que vous restiez sur cette ligne. Je ne bouge pas, monsieur. Bien. Maintenant, je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Mettez-moi sur haut-parleur. Je veux que le steward Lucas entende ça. Jean-Pierre marcha vers l'office. Lucas faisait sauter le bouchon d'une autre bouteille de Dom Pérignon, riant avec Valérie. Peu importe ce qu'elle était, elle était vraiment source d'ennui. Lucas disait, « Vous avez l'œil, Madame Vance. » Excusez-moi, dit Jean-Pierre, tendant le téléphone. Lucas, c'est ça? Lucas se tourna, agacé. Monsieur, veuillez regagner votre siège. Nous nous préparons pour le repoussage. Vous ne repoussez pas, dit Jean-Pierre, un sourire sombre jouant sur ses lèvres. Vous avez un appel.
Je ne prends pas d'appel personnel, ricana Lucas. Ce n'est pas pour moi, dit Jean-Pierre. Il appuya sur le bouton haut-parleur. Allez-y, monsieur Sterling. La voix de Pierre Sterling éructa du petit haut-parleur, forte et claire, coupant à travers le bruit de l'office. Ici Pierre Sterling, propriétaire de la compagnie aérienne sur laquelle vous vous tenez actuellement. Je veux savoir pourquoi vous venez d'agresser ma fille. Lucas laissa tomber la bouteille de champagne. Elle ne se brisa pas, mais heurta le sol avec un bruit sourd et lourd. Le vin mousseux se déversa sur ses chaussures cirées. Le sang quitta son visage si vite qu'il ressemblait à un cadavre. Valérie Vance s'arrêta au milieu de sa gorgée. Qui? Chuchota TL. Lucas bégaya, fixant le téléphone comme si c'était une bombe. Monsieur Sterling. Il y avait une passagère. Pas de billet. Ma fille est au siège 1A. J'ai acheté le billet moi-même. Pierre rugit. Vous avez exactement 30 secondes pour dire au pilote de couper les moteurs. Si cet avion bouge d'1 centimètre de la porte, non seulement je vous vire, mais je m'assurerai que vous soyez sur liste noire de tous les emplois de service du monde civilisé. Vous me comprenez? Lucas tremblait. Il attrapa le téléphone de l'interphone sur le mur, ses mains tremblant tellement qu'il rata le bouton 2 fois. Commandant, stop. Arrêtez la checklist et dites à la femme, continua Pierre, sa voix dégoulinant de venin. Celle qui a décidé de jouer à Dieu avec mon enfant. Dites-lui de rester à son siège. J'arrive. Jean-Pierre regarda Valérie. Elle était devenue pâle, la bouche légèrement ouverte. L'arrogance se fissurait, révélant la peur en dessous. Je crois qu'il parle de vous, Madame Vance, dit calmement Jean-Pierre. Alors que la panique commençait à consumer le vol à F204, Manon était assise dans une pièce froide et sans fenêtre à l'intérieur du bureau de la GTA au terminal 2. C'était une cellule de garde à vue peinte d'une nuance déprimante de beige avec une table en métal et 3 chaises boulonnées au sol. L'air sentait le café rassis et la cire à parquet. Le brigadier Stéphane était assis en face d'elle. Il avait retiré son képi et l'avait posé sur la table. Il avait l'air satisfait. Il avait désamorcé la situation. Il avait supprimé la menace. Dans son esprit, il était un héros. Non. Dit Stéphane, stylo planant sur un carnet de contraventions. Manon fixait le mur derrière lui. Elle frottait son poignet là où sa prise avait laissé des marques rouges. J'ai posé une question. Stéphane aboya, frappant la table. Non. Vous avez ma pièce d'identité, dit Manon, sa voix plate. Vous avez pris mon sac à dos. C'est dans la poche avant. Stéphane souffla, agacé. Il tendit la main et attrapa le sac à dos, déversant le contenu sur la table. Des manuels scolaires, un ordinateur portable, un sachet de mélange montagnard et son portefeuille se répandirent. Il ouvrit le portefeuille. Il jeta un coup d'œil au permis de conduire. Manon, Sterling, lut-il. Il jeta le portefeuille en retour. Très bien, Manon. Voici comment ça marche. Je vais vous verbaliser pour trouble à l'ordre public et intrusion. Vous allez signer. Ensuite, nous allons vous interdire l'aéroport pour 24 heures. Si vous discutez, je monte ça en rébellion et vous passez la nuit à Fleury-Mérogis. Votre choix. Je n'ai pas fait d'intrusion, dit Manon calmement. J'avais un billet. Vous aviez un faux billet, la corrigea Stéphane, souriant. Où vous l'avez volé? Peu importe. La compagnie voulait que vous partiez. Ça fait de vous une intrus. Avez-vous vérifié le système? Demanda Manon. Ou avez-vous juste écouté la femme blonde? J'ai écouté l'équipage, dit Stéphane défensivement. Ils sont l'autorité dans cet avion. S'ils disent que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas à votre place. Même s'ils ont tort, ils n'ont pas tort. Regardez-vous. Stéphane fit un geste vers son sweat à capuche. Vous ne correspondez pas au profil, ma puce. La première classe est pour les gens d'affaires, les professionnels, pas les collégiens en pyjama. Manon se pencha en avant. La peur qu'elle avait ressentie sur la passerelle était partie, remplacée par une certitude froide. Elle connaissait son père. Elle savait ce qui arrivait quand les gens s'en prenaient à sa famille. Vous devriez vraiment vérifier le manifeste,
brigadier, dit Manon doucement. J'ai fini de vérifier des choses, Stéphane se leva. Je vous traite. Levez-vous. J'ai besoin de prendre vos empreintes. Juste à ce moment-là, la lourde porte en métal de la salle d'interrogatoire s'ouvrit à la volée. Elle ne s'ouvrit pas juste. Elle claqua contre le mur avec un bruit métallique assourdissant. Stéphane pivota, la main allant instinctivement à sa ceinture. Et, c'est une zone restreinte. Debout dans l'encadrement de la porte se tenait un homme que Stéphane n'avait vu que dans les photos de briefing. C'était la directrice Sandrine Alloway, la chef de la sécurité de tout l'aéroport CDG. Derrière elle se trouvait la responsable d'escale, une femme nommée Monique, qui avait l'air sur le point de vomir. Et derrière eux, flanqués de deux hommes en costume sombre qui n'étaient certainement pas de la sécurité aéroportuaire, se trouvait un grand homme noir dans un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que ce que Stéphane gagnait en un an. Pierre Sterling. Il avait été à Paris pour une réunion du conseil d'administration. Il était censé attendre Manon à Nice, mais sa réunion avait duré plus longtemps, donc il était au terminal privé du Bourget se préparant à prendre son propre jet quand il a reçu l'appel. Il avait traversé le tarmac en furie. Stéphane semblait confus. Directrice Alloway, je traite juste une passagère perturbatrice du vol AF204. La directrice Alloway ne regarda pas Stéphane. Elle regarda Manon. Mademoiselle Sterling, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Allez-vous bien? Manon se leva lentement. Elle regarda son père. Pierre entra dans la pièce. La pièce sembla rétrécir. Il ignora complètement l'officier de police et alla directement vers sa fille. Il prit son visage entre ses mains, l'examinant. Il vit les marques rouges sur son poignet. Il se tourna lentement pour faire face à Stéphane. Son expression était illisible, ce qui la rendait infiniment plus terrifiante que s'il avait crié. Directrice, dit Pierre, sa voix basse. Est-ce l'homme? Oui, monsieur Sterling, dit Alloway rapidement. Le brigadier Stéphane. Stéphane commençait à suer. Je ne comprends pas. Qui est-ce? Pierre s'approcha de Stéphane. Il mesurait bien 10 centimètres de plus que le gendarme. Je suis l'homme qui paie le carburant de vos voitures de patrouille. Pierre dit, je suis l'homme qui possède la compagnie aérienne dont vous venez de traîner ma fille. Les yeux de Stéphane s'agrandirent. Il regarda Manon, puis de nouveau Pierre. Votre fille. Mais le steward a dit. Je me fiche de ce que le steward a dit, interrompit Pierre. Je me soucie de ce que vous avez fait. Vous avez mis vos mains sur mon enfant. Pierre ramassa le carnet de contravention sur la table. Il lut la charge. Trouble à l'ordre public. Il déchira le papier en deux, puis encore en deux. Il laissa les morceaux volter au sol. Vous avez un signe, brigadier Stéphane. Pierre dit, vous pensez que cela vous donne du pouvoir? Vous pensez que cela vous donne le droit de juger les gens en fonction de leur tenue ou de la couleur de leur peau? Pierre se pencha tout près. Sa voix un murmure qui ressemblait à un couteau raclant un os. Aujourd'hui, vous allez apprendre qu'il y a toujours un plus gros poisson, et vous venez de mordre le requin. Stéphane regarda Alloway pour du soutien. Directrice, j'ai suivi le protocole. La compagnie a demandé le retrait. La compagnie, Monique, la responsable d'escale, couina depuis le fond. N'a pas autorisé la force physique, brigadier. Vous avez agi unilatéralement. Unilatéralement, bafouilla Stéphane. Lucas m'a dit de la prendre. Lucas est actuellement en train d'être retiré de l'appareil, dit Pierre, avec le reste de l'équipage et la passagère qui a commencé ça. Pierre se retourna vers Manon. Prends ton sac, Manon. On s'en va. On s'en va? Demanda bêtement Stéphane. Mais la paperasse? Il n'y a pas de paperasse. Alloway claqua vers Stéphane. Vous êtes suspendu, Stéphane. Insigne et arme sur la table maintenant. L'IGGN est déjà en route. Suspendu? Le visage de Stéphane devint violet. Pour avoir fait mon travail, pour profilage, le corrigea Pierre. Pour fausse arrestation, pour agression sur mineur, et pour stupidité. Pierre mit son bras autour des épaules de Manon. Il la guida vers la porte. En passant devant Stéphane, Manon s'arrêta.
Elle regarda l'officier de haut en bas, imitant le regard qu'il lui avait lancé plus tôt. « Vous aviez raison sur une chose, dit Manon. Je ne correspondais pas au profil. » Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je possédais le profil. De retour sur le vol à F204, l'atmosphère était passée d'une tension gênante à une terreur suffocante. Jean-Pierre Henderson tenait toujours le téléphone de Manon, sa main tremblant légèrement. La ligne s'était coupée après que Pierre Sterling eut raccroché, mais le poids de la conversation flottait dans l'air comme de la fumée. Lucas, le steward, était paralysé dans l'office. Il essuyait une tache sur le comptoir encore et encore, le visage pâle, les yeux dartant vers la porte du cockpit. Il savait qu'il devait aller dire au commandant ce qui venait de se passer. Il savait qu'il devait avertir les pilotes que le propriétaire de la compagnie venait de menacer de mettre fin à leur carrière, mais la peur le gardait enraciné sur place. Il priait pour que ce soit une farce. Peut-être que Jean-Pierre mentait. Peut-être que la voix au téléphone n'était qu'un enregistrement. Au siège 1B, Valérie Vance était occupée à envoyer des SMS. Elle était agacée que l'avion n'ait pas encore bougé, mais elle ressentait une satisfaction suffisante. Elle avait gagné. La racaille était partie. La cabine première classe était restaurée à son état propre d'exclusivité. Enfin calme, marmonnait-elle à l'homme de l'autre côté de l'allée, un cadre de la tech à l'air ennuyé. Honnêtement, ils laissent entrer n'importe qui ici de nos jours. C'est un risque pour la sécurité. L'homme ne répondit pas. Il fixait le hublot. Est-ce qu'on bouge ? Demanda Valérie bruyamment, cherchant Lucas du regard. Lucas, champagne et dit au pilote de se dépêcher. J'ai une réservation de dîner à Nice à 20h. Soudain, le bourdonnement bas des moteurs, le son de l'air recyclé et des turbines qui tournent, se coupa. Le silence fut instantané et discordant. Les lumières de la cabine clignotèrent une fois, puis passèrent de l'éclairage d'ambiance violet doux aux lumières d'embarquement fluorescentes blanches et crues. Un grognement collectif traversa la cabine. Oh, pour l'amour de Dieu! Valérie leva les bras au ciel. Et maintenant quoi? Problème mécanique? Le signal de ceinture attaché s'éteignit. Puis la voix du capitaine crépita sur l'interphone, mais elle ne ressemblait pas à la voix habituelle, lisse et confiante du pilote. Elle semblait secouée. Mesdames et messieurs, ici le commandant Stéphane depuis le poste de pilotage. Je viens de recevoir une directive urgente du commandement des opérations de la compagnie. Nous avons reçu l'ordre de maintenir notre position. Les passagers commencèrent à murmurer. De plus, continua le commandant, sa voix vacillant. J'ai reçu l'instruction d'éteindre complètement l'appareil. Ce vol a été annulé. Annulé? Hurla Valérie. Elle détacha sa ceinture et jaillit comme un diable en boîte. Vous n'êtes pas sérieux. Veuillez rester assis, dit le commandant. Nous attendons qu'un représentant de la direction monte à bord de l'appareil. Je m'excuse pour le désagrément, mais cet ordre vient du plus haut niveau d'autorité. Nous sommes remorqués vers la porte. L'avion frissonna alors que le véhicule de remorquage commençait à les repousser, non pas vers la piste, mais vers le terminal. Jean-Pierre Henderson s'adossa au siège 2A et laissa échapper un long sifflement bas. Il ne plaisantait pas. Qui ne plaisantait pas? Claqua Valérie, pivotant pour lui faire face. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me regardez-vous comme ça? Jean-Pierre leva le téléphone de Manon. Vous vouliez savoir qui elle était, Madame Vance. Vous êtes sur le point de le découvrir. Je me fiche de qui elle est, hurla Valérie, son visage devenant rouge. Je suis membre Platinum Ultimate. J'exige de parler au pilote. Lucas, faites quelque chose. Lucas émergea enfin de l'office. Il ressemblait à un homme marchant vers la potence. Il ne regarda pas Valérie. Il ne regarda personne. Il marcha droit vers le téléphone de l'interphone près de la porte et resta là à fixer ses chaussures. L'avion s'arrêta avec une secousse. Le carillon sonna. Ding dong. Le signal de ceinture s'éteignit. Habituellement, c'est le moment où les gens se lèvent pour prendre leur sac, mais personne ne bougea. La tension était trop épaisse. Tout le monde sentait que ce n'était pas une panne mécanique ou un retard météo. C'était autre chose. La porte de la cabine siffla et commença à s'ouvrir. Valérie marcha dans l'allée.
Enfin, je vais dire ma façon de penser à l'agent d'embarquement. Je vais poursuivre toute cette compagnie aérienne. Elle piétina vers la porte. Je n'irai pas là-bas si j'étais vous, lança Jean-Pierre. La ferme, cracha Valérie. Elle atteignit l'avant de la cabine juste au moment où la lourde porte s'ouvrait complètement. Elle se prépara à hurler sur l'agent. Elle ouvrit la bouche pour déchaîner sa fureur, mais les mots moururent dans sa gorge. Debout sur la passerelle, ce n'était pas un agent d'embarquement. Ce n'était pas un représentant du service client. C'était un mur de costume noir. 4 gardes de sécurité massifs bloquaient la sortie. Et devant eux, flanqués de la responsable d'escale terrifiée Monique et de la directrice désormais silencieuse, se trouvait Pierre Sterling. Et debout à côté de lui, tenant une poche de glace sur son poignet, se trouvait la fille au sweat gris. Manon. Valérie s'arrêta net. Son cerveau essaya de traiter l'image, la racaille qu'elle venait de jeter, se tenait à côté de l'homme à l'allure la plus puissante qu'elle ait jamais vue. Et il regardait Valérie avec des yeux qui promettaient une destruction absolue. « Retournez à votre siège, dit Pierre. » Il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Sa voix était un grondement sourd qui vibrait dans le plancher. « Pardon, bégaya Valérie. Je quitte cet avion. Vous l'avez annulé. J'ai dit, asseyez-vous, répéta Pierre. Un des gardes de sécurité s'avança. Valérie haleta et recula précipitamment, battant en retraite dans la cabine. Elle s'effondra sur le siège imbé, agrippant son collier de perles. Pierre monta dans l'avion. Il dut se baisser légèrement pour passer l'encadrement de la porte. Il entra dans la cabine première classe, Manon juste à côté de lui. Toute la cabine était silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. Pierre se tint au centre de l'allée. Il regarda Lucas, qui se pressait contre le mur de l'office comme s'il essayait de fusionner avec le plastique. Puis il regarda Valérie. « Je m'appelle Pierre Sterling, annonça-t-il à la cabine. Je suis le PDG de Sterling Global et le propriétaire de cette compagnie aérienne. » Un halètement collectif traversa les passagers. L'homme en costume derrière le siège de Manon chuchota, « Bordel de... » Je présente mes excuses aux passagers pour l'annulation de ce vol, continua Pierre, sa voix stable, mais brûlant d'une colère contrôlée. Mais j'ai une politique stricte concernant mes appareils. Je ne transporte pas de cargaison qui est toxique et malheureusement, il semble que cette cabine ait été contaminée. Il tourna son regard lentement vers Valérie. Vous, dit Pierre. Valérie trembla. Moi? Je ne savais pas. Sûrement nous pouvons. Vous avez fait arrêter ma fille. Pierre dit vous l'avez humiliée. Vous l'avez traitée de racaille. Vous l'avez jugée sur ses vêtements et la couleur de sa peau, supposant qu'elle ne pouvait pas se permettre un siège à côté de vous. Elle était agressive. Valérie mentit désespérément. Demandez au steward. Lucas, dites-lui. Pierre se tourna vers Lucas. Oui, Lucas. Dites-moi, ma fille était-elle agressive, ou avez-vous juste supposé que la riche femme blanche bruyante avait raison et la fille noire calme avait tort? Lucas ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il regarda Manon. Manon le regarda en retour, son expression de Pierre. J'ai fait une erreur, monsieur, chuchota Lucas. Une erreur, c'est d'oublier de servir les noix, dit Pierre froidement. Ce que vous avez fait, c'est du profilage. Ce que vous avez fait, c'est de la lâcheté. Vous êtes l'autorité de sécurité sur cet avion. Votre travail est de protéger les passagers. Au lieu de cela, vous en avez servi une au loup parce que c'était plus facile que de faire votre travail. Pierre tendit la main. Votre badge, maintenant. Les mains de Lucas tremblaient alors qu'il détachait son identifiant de son revers. Il le plaça dans la main de Pierre. Vous êtes viré, dit Pierre. Avec effet immédiat. Vous ne volerez pas pour nous. Vous ne volerez pour personne. Je m'assurerai personnellement que votre dossier soit signalé à la DGAC comme étant un risque. Lucas commença à sangloter. S'il vous plaît, monsieur Sterling, j'ai un prêt immobilier. Vous auriez dû y penser avant de jeter une fille de 19 ans hors d'un avion simplement pour exister. Pierre dit, sortez de mon avion. Lucas trébucha devant eux, pleurant, et courut sur la passerelle. Pierre se tourna de nouveau vers Valérie. Maintenant, Madame Vance. Valérie se redressa,
essayant d'invoquer les restes de son arrogance. Vous ne pouvez pas me virer. Je suis une cliente payante. J'ai des droits. Vous avez un billet, corrigea Pierre. Un contrat de transport. Et si vous lisez les petits caractères, article 8, alinéa 4 stipule que la compagnie se réserve le droit de refuser le service à quiconque pose une menace à la sécurité, au confort ou à la dignité des autres passagers ou de l'équipage. Pierre sortit son téléphone. Je viens de révoquer votre statut. Votre adhésion Platinum Ultimate disparue, vos miles effacés, votre billet retour annulé. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Valérie. Je vais vous poursuivre. Mon mari connaît des gens. Votre mari travaille pour Vancor Immobilier, dit Pierre calmement. Je sais. Je possède la banque qui finance leurs prêts commerciaux. Valérie devint livide. Si vous me poursuivez, dit Pierre, se penchant pour que son visage soit à quelques centimètres du sien, je vous bloquerai au tribunal si longtemps que vos petits-enfants paieront encore les frais juridiques. Je diffuserai les images de sécurité de la cabine vous montrant en train d'agresser une mineure à tous les médias du pays. Vous serez célèbre, Valérie, mais pas de la façon dont vous le souhaitez. Il se redressa. Maintenant prenez votre sac et sortez de mon avion. Mais comment suis-je censé aller à Nice? Gémit elle. J'ai entendu dire que le bus est plus votre vitesse, dit Manon, répétant l'insulte antérieure de Valérie. Quelques passagers ricanèrent, puis quelques autres. Bientôt toute la cabine riait. Valérie attrapa son sac, le visage masqué par l'humiliation. Elle se précipita vers la porte, tête baissée, le son des rires la suivant tout du long. La cabine était calme à nouveau, mais la tension s'était brisée. Elle était remplacée par l'admiration. Pierre Sterling se tenait dans l'allée regardant les passagers restants. Il prit une profonde inspiration, son attitude passant d'ange vengeur à PDG professionnel. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Je sais que cela a été une épreuve. Vous avez été retardé et vous avez été témoin d'une scène laide. Pour cela, je m'excuse. » Il regarda Jean-Pierre Henderson au siège 2A. « Monsieur Henderson, dit Pierre. » Jean-Pierre se leva. « Monsieur Sterling, vous avez aidé ma fille quand personne d'autre ne le faisait, dit Pierre. Vous m'avez appelé. Vous l'avez défendu. C'était la bonne chose à faire. » Jean-Pierre haussa les épaules. Ça l'était. Pierre approuva. Et l'intégrité devrait être récompensée. Pierre se tourna pour s'adresser à toute la cabine. Cet avion est cloué au sol. L'équipage est compromis et l'énergie ici est mauvaise. Je ne vous laisse pas voler sur cet oiseau. Des grognements de déception commencèrent, mais Pierre leva une main. Cependant, il sourit. Mon jet privé est garé au hangar privé à l'aéroport de Paris-Le Bourget. C'est un Falcon 8X. Il a 18 places. Vous êtes 12 en première classe. Les passagers se redressèrent. Je m'envole pour Nice personnellement pour célébrer l'anniversaire de ma fille. Pierre dit, j'invite tous ceux d'entre vous en première classe à nous rejoindre. Nous avons une meilleure nourriture, du meilleur vin, et je promets que personne ne vous mettra dehors. La cabine éclata en acclamations. Le cadre de la tech tapa dans la main de son voisin. Quant aux passagers de la classe économique, continua Pierre, regardant la responsable d'escale, Monique. Monique, obtenez pour chaque personne sur ce vol un bon pour l'hôtel Sheraton ce soir. Réservez-les sur le premier vol demain matin, et donnez à chacun d'eux un bon de voyage de 2000 € pour le dérangement. Oui, monsieur. Sterling, dit Monique, tapant furieusement sur sa tablette. Tout de suite, Pierre se tourna vers Manon. Prête à y aller, gamine? Manon regarda son père. Elle regarda le siège vide où Valérie s'était assise. Elle regarda l'office vide où Lucas s'était tenu. Ouais, dit-elle, un petit sourire perçant enfin. Je suis prête. Alors qu'il sortait de l'avion, Jean-Pierre Henderson attrapa sa mallette. Il passa devant le cockpit où le pilote lui fit un signe de tête stupéfait. En descendant la passerelle, Jean-Pierre vérifia son téléphone. Il avait un SMS de sa femme. SMS, comment se passe le vol? Jean-Pierre répondit. SMS, tu ne me croirais pas si je te le disais, mais je pense que je viens d'être surclassé.
pendant que Manon et les chanceux passagers de première classe étaient transportés dans des SUV de luxe vers le hangar privé de Pierre Sterling, la réalité de la situation s'abattait sur les antagonistes dans le terminal. Valérie Vance se tenait à la récupération des bagages, hurlant sur une borne qui n'acceptait pas son passeport. Le système avait signalé son identité. Lorsqu'elle essaya d'aller au comptoir d'une autre compagnie aérienne pour acheter un nouveau billet, l'agent tapa son nom et fronça les sourcils. « Je suis désolé, madame. » L'agent dit, « Votre nom a été ajouté à la liste d'interdiction de vol pour un incident de sécurité de niveau 3 à la porte K32 aujourd'hui. Je ne peux pas vous vendre de billets. » C'est impossible, hurla Valérie. C'était Pan-Atlantique, pas vous. La liste est partagée, madame, dit l'agent, fermant son guichet. Passager suivant, s'il vous plaît. Valérie était coincée à Paris. Il pleuvait et quand elle essaya d'appeler un Uber, elle réalisa que son mari avait gelé leur carte de crédit commune. Les nouvelles vont vite dans le monde de la haute finance. Pendant ce temps, au bureau de la sécurité, le brigadier Stéphane était assis sur une chaise en plastique dans le couloir, dépouillé de son insigne et de son arme. Il regardait son représentant syndical discuter avec la directrice Holloway à l'intérieur du bureau vitré. Il ne pouvait pas entendre les mots, mais il voyait le langage corporel. Le représentant syndical secoua la tête. Holloway pointa les images de sécurité jouant sur un moniteur. Les images de Stéphane traînant une adolescente non résistante. Le représentant syndical sortit 5 minutes plus tard. Il avait l'air sombre. « C'est mauvais, Stéphane, dit le représentant. Ils ne peuvent pas me virer, dit Stéphane, sa voix se brisant. J'ai 20 ans de service. Ils ne font pas que vous virer. Le représentant soupira. Les avocats de Sterling viennent d'envoyer une intention de poursuite pour violation des droits civiques. Le département ne veut pas d'ennui. Il vous offre un choix. Démission immédiate avec perte de pension ou ils vont au procès et vous perdez tout. Stéphane mit sa tête dans ses mains. Mais la justice la plus douce était encore à venir. Car alors que le Falcon 8X montait dans le ciel nocturne, s'élevant bien au-dessus de la pluie et du drame, quelqu'un avait téléchargé une vidéo. Jean-Pierre Henderson n'avait pas seulement regardé. Il avait enregistré la confrontation initiale sur son iPad avant d'intervenir. Il l'avait postée sur Twitter avec la légende intitulée « Karen et un flic abusif essaient d'intimider la mauvaise fille. Attendez qu'il découvre qui est son père. Karma instantané et sorte de vol. » AF204. Au moment où l'avion atteignit l'altitude de croisière, la vidéo avait 2 millions de vues. L'intérieur du Falcon 8X était un monde loin de la tension du terminal 2. Siège en cuir beige souple, garniture en noyer, et le bourdonnement calme des moteurs qui ressemblait plus à un murmure qu'à un rugissement. Manon était assise en face de son père, une assiette de bœuf bourguignon et un verre de Bourgogne entre eux. Elle avait enfin quitté son sweat à capuche pour un pull en cachemire confortable que son père gardait dans le jet pour elle. Elle avait l'air plus jeune maintenant, la dureté dans ses yeux remplacée par l'épuisement. « Ça va ?» demanda Pierre, glissant le verre de vin vers elle. Manon hocha la tête lentement. « Je ne comprends pas, papa. Je ne lui ai rien dit. Je ne l'ai même pas regardé. Elle a juste décidé que je n'étais pas à ma place. » Pierre soupira, un son qui semblait porter le poids du monde. Il regarda par le hublot les étoiles. Certaines personnes, Manon, construisent toute leur estime de soi sur le fait d'être au-dessus des autres. Quand elles voient quelqu'un qu'elles pensent être en dessous d'elles occuper leur espace, ça brise leur réalité. Elles paniquent et elles attaquent. Il tendit la main et serra la sienne. « Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le vrai pouvoir n'est pas d'être bruyant. C'est d'être capable de changer la pièce sans élever la voix. » À l'arrière de la cabine, l'ambiance était festive. Les passagers du vol AF204 se mêlaient, profitant du bar ouvert. Jean-Pierre Henderson discutait avec le cadre de la tech, riant de l'expression sur le visage de Lucas. Mais Jean-Pierre devint sérieux en s'approchant de Pierre et Manon. « Monsieur Sterling, dit Jean-Pierre, je voulais juste vous montrer quelque chose. » Il tendit son iPad à Pierre. Il était ouvert sur Twitter X. La vidéo que Jean-Pierre avait postée, celle montrant Valérie piquant Manon et le brigadier Stéphane la grippant, était en tendance numéro 1 mondialement. Boycott Pan-Atlantique était en tendance numéro 2, bien que Pierre devrait régler ça plus tard avec un communiqué de presse expliquant qu'il avait viré les pommes pourries. Siège 1 a été en tendance après 3.
Internet fait son truc, dit Jean-Pierre. Les gens ont déjà identifié Valérie. Apparemment, elle siège au conseil d'une charité pour les jeunes défavorisés. L'ironie n'est pas perdue pour la section commentaires. Pierre fit défiler les commentaires. Imaginez être aussi riche et aussi misérable. Ce flic doit aller en prison. J'espère que le père achètera la compagnie juste pour la bannir. Oh, attendez. Il l'a fait. Pierre rendit l'iPad. Bien, dit-il simplement. Que le monde les voie. 6 mois plus tard. Le karma qui frappa Valérie Vance et le brigadier Stéphane ne fut pas juste une tape sur les doigts. Ce fut un coup de massue. Valérie Vance. La vidéo n'a pas seulement ruiné ses vacances. Elle a ruiné son statut social. La charité dont elle siégeait au conseil l'a renvoyée publiquement le lendemain matin pour éviter le retour de bâton médiatique. L'entreprise immobilière de son mari a fait face à un boycott, le forçant à publier une déclaration, se distanciant de son comportement. 3 mois plus tard, les papiers du divorce étaient déposés. Valérie a été vue pour la dernière fois vivant dans un petit appartement dans une banlieue lointaine, loin de l'élite parisienne, qui refusait désormais de retourner ses appels. Elle avait été cancelled dans le sens le plus absolu du terme. Chaque fois qu'elle essayait de faire une réservation dans un bon restaurant, elle se retrouvait mystérieusement informée qu'ils étaient complets. Le brigadier Stéphane, il a pris l'accord de démission, pensant qu'il pourrait juste déménager dans un autre commissariat. Il avait tort. La vidéo de lui malmenant une adolescente calme et docile le suivait. Aucun service de police n'embaucherait un risque pareil. Il a fini par travailler dans la sécurité privée pour un centre commercial en Seine-Saint-Denis. Un après-midi, il vit un groupe d'adolescents en sweat à capuche riant près de l'aire de restauration. Il commença à marcher vers eux, les vieilles habitudes revenant, avec l'intention de leur dire de bouger. Puis il s'arrêta. Il se souvint du nom Sterling. Il fit demi-tour et marcha dans l'autre sens. Il avait appris sa leçon. Lucas, le steward. Lucas fut mis sur liste noire. La compagnie ne l'a pas seulement viré. Ils l'ont poursuivi pour rupture de contrat et négligence. Il est retourné vivre chez ses parents dans la Creuse. Il garde son Instagram privé maintenant. Et Manon n'est pas seulement retournée à l'école. Elle et son père ont lancé la fondation Siège 1A. C'était un programme de bourse conçu pour payer les voyages et les programmes d'études à l'étranger pour les étudiants sous-représentés, les gamins en sweat et basket qui avaient de grands rêves mais de petits comptes en banque. 1 an plus tard, Manon se tenait à un podium à Sciences Po présentant la première promotion de boursiers. Elle regarda la foule portant un blazer élégant et ses baskets Converse préférées. Ils m'ont dit que je n'étais pas à ma place au siège 1A. Manon dit au public. Ils ont essayé de me déplacer vers l'arrière, mais mon père m'a appris que vous ne laissez pas les gens vous dire où vous asseoir. Vous construisez votre propre table, et ensuite vous invitez tous les autres à s'asseoir avec vous. Les applaudissements furent assourdissants. Loin de là, dans un appartement solitaire, Valérie Vance regardait le discours sur son ordinateur portable. Elle ferma l'écran, s'assit dans le silence, et comprit enfin le coût de son billet. Et ça, mesdames et messieurs, c'est exactement pourquoi on ne juge jamais un livre à sa couverture, et pourquoi on ne cherche jamais des noix à la fille calme en sweat à capuche. Valérie Vance et le brigadier Stéphane pensaient avoir tout le pouvoir à cause d'un uniforme et d'une carte de crédit Platinum. Mais ils ont appris à la dure que le vrai pouvoir se déplace en silence. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Manon? Auriez-vous gardé votre calme ou auriez-vous craqué? Et avez-vous déjà été témoin d'un comportement de Karen comme ça dans un avion? Faites-moi connaître vos histoires de voyage les plus folles dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de karma instantané et de justice servie froide, s'il vous plaît écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Nous postons de nouveaux drames chaque semaine. Merci d'avoir regardé et restez humble.